C'est à l'âge de 10 ans qu'il donne son premier spectacle d'humour. 26 ans après, il fait partie des géants de la scène humoristique ivoirienne. Élu meilleur artiste, enfin on va dire meilleur humoriste, Joël a choisi le plateau d'Actu People pour se raconter. Mais je disais tantôt dans mon intro, ton premier spectacle d'humour, tu l'as donné à 10 ans. C'était Oui, à quelle occasion? C'était à l'occasion de la fête des mères qui était organisée par l'association des jeunes des 166 logements. Voilà, c'était au quartier. J'imitais Guy de Fer ce jour. 166 logements, c'est dans quelle commune? Cocody. Cocody. Juste en face de la maison de la télévision. Un enfant de la télé en quelque sorte, parce que tu grandis en face quand même de la télévision, de la maison, la ouais. RTI, j'y suis toujours chaque week-end, chaque vendredi. Et on sautait la petite clôture là, hein, qui était en fer forgé pour jouer au football. Et quand il y avait la tonte de gazon, ah là c'était le Graal. Ok. Voilà. On va décortiquer tout ça tout à l'heure. Forcément, à 10 ans, tu donnes ton premier spectacle d'humour, tu habites en face de la RTI. Quelque part, on se dit c'est un destin tout tracé vers les métiers de la communication, tout de même. Est-ce qu'on va dire que je suis prédestiné? Moi, je voulais à tous les prix passer à la télévision parce que avant, c'est quand on dit pour parler un peu comme les Ivoiriens, tu as Diafoul, tu es passé à la télévision. Donc moi, je voulais passer à la télévision et quand je voyais mes grands frères à la télévision, mon grand frère qui a été dansé, récité à la télévision à Ouané, moi aussi, j'ai tellement voulu passer à Ouané. Et puis après, je suis dans le casting pour dessiner à Ouané. Donc, je dessine une voiture et j'ai une boîte de chocolat. Et des années après, avec tonton Sanito, parce qu'on a grandi avec lui, on a grandi devant lui. C'était notre tonton à tous. Il monte Arc-en-Ciel. Mon grand frère faisait partie des Arc-en-Ciel. Tous ceux qui étaient, c'est dans notre cité que Arc-en-Ciel s'est fait. Donc, le jour du clip, moi, avant, on m'appelait Zaga. Parce que j'étais l'un des plus grands danseurs du quartier. Wow. Voilà, donc Zaga n'est pas dans le clip, c'est pas possible. Et il s'avère que le jour du clip, du tournage du clip, moi j'étais allé jouer au football et ils sont venus les prendre dans un car pour aller tourner au Golf Hotel. Mais ça m'a fait mal. Tu avais quel âge? J'avais moins de 10 ans en tout cas. Aussi donc tu dois avoir entre 7-8 ans. 8-9 ans. Okay. Voilà. Et c'est au CM1 là que quand les mamans font la fête des mères, il y a le grand frère Sissé Ben Ali qui était le président de l'association des jeunes des 166 logements qui me dit, toi Andy, tu fais des choses, donc on va faire des petits théâtres, tout et tout. Et moi, je me dis, moi, c'est Guy de Fer, quoi. Donc j'étais petit Guy de Fer avec mon ami Dédé qui m'a aidé à faire Vieux Cocoré. Voilà. C'était la paire en son temps qui animait Dimanche Passion, dont vous êtes inspiré de ces deux, Vieux Cocoré et de Guy de Fer. Effectivement. Donc voilà un peu comment est-ce que les choses se font. Et notre chance, c'est la proximité avec la maison de la télévision. Quand on est gamin et qu'on voit des célébrités comme Guy de Fer, Vieux Cocoré, dont on est la réplique dans le quartier, aussi gamin, comment on vit ça, cette célébrité minime quand même dans le quartier? C'est une joie, hein? C'est une joie. Tout le monde nous aime, tout le monde. Et grâce à ça, je ne payais pratiquement pas de tickets pour aller au kermesse dans le quartier. Quand il y avait les fêtes, on dit, oh, petit Guy de Fer, viens, tu vas jouer un peu. Bah, c'était une fierté. Il y avait des cachets. Nous, c'était quoi? Tu viens, tu joues, on dit, tu es fort, c'est fini, c'est tout. Hein? C'est tout, c'était ça. Donc, ça m'a aidé parce que les fêtes auxquelles je n'avais pas accès, avec ma petite imitation, là, j'ai commencé à avoir accès à toutes ces cérémonies-là. Au fil du temps, tous tes talents se déploient et se révèlent. Artiste, présentateur, chanteur, dessinateur, tu as un don de dessinateur puisque tu allais faire des dessins chez Tati Awale. mais tout de même, tu restes un enfant de Cocody. Ouais. En son temps, quand on dit enfant de Cocody, surtout grandi en face de la RTI, ce quartier plus ou moins, on va dire huppé en son temps. Toi, tes parents faisaient quoi au point où vous avez vécu là et grandi dans une atmosphère aussi? Mon père, il est chimiste. Il était au Centre ivoirien de recherche technologique qui est aujourd'hui devenu... CNRA? Non, pas CNRA. Le CIRT, okay. Qui est aujourd'hui, leurs locaux abritent maintenant l'ordre des architectes. C'est là que le papa était, chimiste. Là maintenant, il est passé maître assistant à l'université. Il est à la retraite maintenant à l'université à Bobo Adjamé. Voilà, donc ça c'était papa, maman ménagère.
Et c'est dans cet environnement-là, vraiment modeste, qu'on a grandi. C'était difficile parce que, étant entouré d'enfants de riches, l'autre côté, là, tu as les gauches, tu as les Kofi, tu as vraiment... Et dans ça, là, nous, les petits modestes, là, on grandit. Mais heureusement, je veux dire, heureusement que j'ai des années après, quand j'étais en 5e, je devais recevoir le sacrement de la confirmation. Quand j'arrive à l'église, on me demande, il faut que tu intègres un mouvement. Donc, je rentre dans la chorale et ma vie, c'est vraiment, je dis merci à Dieu, ma vie s'est rangée à partir de mon adhésion à la chorale. Très tôt. Très tôt, très tôt. Du coup, toi, en tant qu'enfant de Cocody, tu n'as pas connu, on va dire, les matinées au raffia et autres? Tu n'as pas connu ça? Ce sont nos grands frères qui y allaient. Ok. Ce sont nos grands frères. On voulait aller au moment où on pouvait avoir la permission d'y aller. Les matinées se sont arrêtées. Tu n'as pas eu le temps de vivre les matinées au général, qui est devenu aujourd'hui 5e avenue. Tu n'as pas pu faire le top raffia. Non, on était tout petits. Ouais. C'est les grands frères. Avant, c'était le grand frère. Ah, va partir avec toi. Ne me suis pas. Si tu me suis, je vais te frapper. Donc, tu vas partir comment? Voilà. Et puis, il faut aussi avoir un peu d'argent sur soi. C'est ça. Voilà. Nous, l'argent de poche, c'était pas notre truc. C'était pas notre dada. C'était. Puis, à ce moment, comme moi, je rentrais à la chorale, les samedis n'avaient pas le même caractère que certains autres amis. Samedi après-midi, c'était les jours de derby au football. C'était après le football, c'était les soirées. Moi, c'était répétition à la chorale. Répétition à la chorale. Si tu ne vas pas à la répétition à la chorale le dimanche, enfin, qu'est-ce qu'on va dire le dimanche? Parce qu'en ce moment, nous, notre chorale, les petites voix de la cour céleste, qui étions avant la chorale des enfants, on ne chantait que 2 messes. La messe de Pâques et puis la messe de Noël. Donc, si tu ne répètes pas, tu ne vas pas chanter la messe de Noël. Tu ne chantes pas la messe de Noël, mais c'est une aberration. À partir de la classe de 5e, carrément, ta vie prend une autre tournure, elle devient beaucoup plus religieuse. Tu es enfant de chœur, c'est ça? Non, je suis choriste. Tu es dans la chorale de l'église, au niveau de l'église catholique, à Saint-Jean, je suppose. À Saint-Jean-de-Cocody. Ok. La connotation spirituelle que tu avais en son temps, elle est toujours aussi forte? Oui, moi j'ai une autre façon d'afficher ma foi. Ma foi n'est pas, c'est pas quelqu'un qui vient crier sur tous les toits. Je suis chrétien, non. C'est dans ma façon de vivre. Respecter l'autre. Le premier commandement. Après, c'est Dieu, ton Père, tout et tout, mais il faut aimer l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Mais cela n'a pas suscité en toi une certaine vocation de se dire on veut devenir enfant, aller à l'école, faire l'école des prêtres là? Si, quand j'étais petit, je voulais être prêtre. Mais la première fois qu'une fille m'a fait un bisou sur la joue, le projet s'est évaporé. Tu avais quel âge qu'elle t'a fait ça? Oh non, ça là, c'était quoi, en 4e. Et depuis que j'étais petit, moi, je voulais être prêtre quand j'étais CE1, CE2. Wow. Et quand j'arrive en 4e, bon, on a pris prêtre là, on a pris la vocation, on a mis à côté. Parce qu'en 4e, la vie, c'était autre chose. Raconte-nous un peu. Non, mais on se découvre un certain amour. On voit les filles autrement. C'est pas les mêmes filles avec lesquelles on jouait au quartier. Non, l'âge de la puberté, le petit garçon, il a comment ça s'appelle, ses pollutions nocturnes. Tout ça là, cet univers-là, mais on oublie. Ah, donc le fait d'avoir été dépucelé en classe de 4e? Même pas dépucelé. Parce qu'en 4e, comme je dis toujours, je disais dans un sketch, qu'avant quand on dormait, quelqu'un venait nous dire hey, faut pisser ici là, tu te réveilles dans une mare de pipi. Mais quand tu arrives en 4e, on te dit il faut pisser, mais quand tu pisses là, c'est pas, tu te réveilles pas dans pipi, c'est dans autre chose, tu te réveilles. Et donc, quand tu découvres tout ça, tu vois les filles autrement. Voilà comment est-ce que je dis bon, et puis dans ça là, petit bisou, paf. Toi, le fait d'avoir découvert une autre facette du monde, de la vie, t'a amené à te détourner de cette vocation de devenir prêtre ou c'est quoi? C'est-à-dire la volonté de devenir prêtre, elle n'est plus là. Mais la volonté de toujours être dans les rangs de l'église à travers la chorale, elle est là, elle est indéfectible. Mais en quoi est-ce que selon toi, ça a été un frein? C'était un frein? Non, après, c'est-à-dire on se découvre d'autres choses quand on grandit. Voilà, c'est un sacerdoce. Si tu n'as pas été prêtre, tu peux être lecteur, tu peux être choriste. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai pris l'affaire. Et puis arrivé un moment quand on m'a dit pour être prêtre, là c'est beaucoup de philosophie. Moi je suis un gars, je suis mathématicien. Philosophie et moi on n'est pas camarades. Voilà, c'est maintenant on a grandi, on arrive à philosopher parce qu'on comprend que c'est important. Mais sinon avant, tu me parles de philosophie, moi j'ai dit Dieu, il faut partir. Tu excellais plus dans tout ce qui était matière scientifique que les matières littéraires. Matière littéraire, c'est pas mon truc même, non.
C'est maintenant là que la littérature nous rattrape. Sinon, avant, là, nous, c'est les mathématiques. Tu as moyen en mathématiques, physique, en SVT, tu es sauvé. Tu as eu un 8, un 10 en français, ça va. Ouais, sinon, ça. même là, bon. C'est Bon, débrouillé. De la 4e, tu vas jusqu'en terminale tout de même. Ouais. Tu poursuis tes études jusqu'à quel niveau? Je finis, actuellement, je suis impétrant en master audit et contrôle de gestion. Et donc, l'humour, là, m'a fait sortir carrément de l'école. L'humour, on revient là-dessus. La première thématique que tu développes, c'est lors de la fête des mères, parce que tu parles beaucoup plus de famille, d'enfants. Cela a eu un impact quelque part, l'environnement, le fait que tu aies eu ta première scène devant des mamans, ça a eu un impact sur le choix de tes thèmes? Oui, parce que moi, quand je fais l'humour, avec mes metteurs en scène, très souvent, on me dit s'exprimer dans le burlesque au fur et à mesure, ça manque un peu de matière. Voilà, moi je suis beaucoup plus dans la satire. Là, au moins, on sait que c'est quelque chose, c'est du mordant, quoi. C'est le quotidien. Et donc, qui parle de faits sociaux. Voilà, faits sociaux, hommes, femmes, enfants, voilà. Là, ça nous parle, c'est des choses. Et puis, pour écrire ça, c'est, ma foi, pas super compliqué. Voilà, on a ça, tous les thèmes là sont là. L'école. Les artistes Zouglou te diraient que c'est pas aussi évident, hein, parce qu'ils s'inspirent aussi des faits sociaux. Mais oui, les faits sociaux, c'est le quotidien. Mais c'est pas évident de pouvoir les dépeindre, surtout à travers une chanson ou bien à travers une représentation théâtrale, c'est pas évident tout de même. Si on a les codes et si on a les personnes qui nous entourent pour pouvoir déceler les codes. Parce qu'arrivé un moment, l'artiste, surtout humoriste, n'est plus humoriste par ses capacités intrinsèques. Il devient humoriste avec son entourage. Donc si j'ai un metteur en scène, au passage, je salue mon conseiller juridique et manager Joël Bagnon, avec lequel on écrit énormément. Au début, on a ses propres connaissances. Au fur et à mesure, on a un entraîneur. Et après, on se prend un staff technique personnel. C'est ce que Didier il a fait dans le temps. C'est ce que Cristiano Ronaldo le fait, Messi. Voilà, donc nous aussi, on est plus ou moins en train de devenir les Messi, mais version humour. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu te dis, mais ça aurait été mieux pour moi de passer par une école comme l'Actor Studio, ou bien c'est toujours bien pour moi de pouvoir transmettre ce que j'ai en moi. C'est quoi la perception? Quand l'Actor Studio se développait avec Seki Bakaba, nous, on n'avait pas ça en tête de devenir artiste. Non. Moi, en tête, c'était les années 2000 jusqu'à 2010. À ce moment, moi, j'étais encore au lycée. Et par la suite, j'ai fait un cycle d'ingénieur BTS. Voilà. Donc, c'était beaucoup plus l'orientation. Moi, j'ai fait mes études dans un premier temps pour dire merci à mon père à travers le BTS. Parce que quand j'ai eu le bac, il m'a dit, il faut que tu ailles faire d'autres choses parce que je voulais faire chant, même pas humour, chanson. Il m'a dit, deviens quelqu'un, aie une connaissance qui est autre que ce que tu as comme talent. Et tu vas voir, quand tu vas te lancer dans ton talent, tu seras beaucoup plus à l'aise à aborder tous les sujets. Mais il n'a pas eu tort. Et je le salue au passage. Je lui dois ma vie à mon père, parce que c'est mon père aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, si je suis humoriste qui arrive à parler devant plusieurs personnes et de sujets divers, je dois à mon père. C'est ce que j'aime dans ce genre d'échange qu'on a sur le plateau d'Actu People. C'est souvent peut-être de partir d'un sujet et puis bifurquer sur un autre sujet. À l'évocation du nom de ton père, forcément, j'ai envie de te demander les images fortes que tu gardes de lui, ou bien, c'est vrai qu'il vit toujours, de lui dans ton cursus éducationnel, par exemple. Mon père, quelque part, m'a lancé un défi. Je lui ai dit, moi, je veux faire humour. Il m'a dit, hey, deviens quelqu'un. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire INSAC. Il m'a dit, non, dans ma maison, là, on ne fait pas INSAC. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais l'humour, je fais les cours, et l'humour me fait payer mes cours. Parce que quand je finis avec le BTS, il était important. Parce que j'ai fini le BTS, il m'a dit, voilà, tu as fini, tu fais ce que tu veux. Je lui ai dit, ok papa, je vais te montrer que ce que je veux faire là, ce à quoi j'aspire, va te surprendre. Et donc, dans le temps, je rencontre Feu le maire de la commune de Cocody, Gomondiagou, qui me rencontre dans la même cité là où que parce qu'il était en campagne là, et il me découvre. À la fin, il me dit, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Je dis, ah papa, moi je vais à l'école, je suis en train de chercher les moyens pour finir mon cycle ingénieur. Il m'a dit, je paye tes cours. Voilà comment l'humour arrive à payer mes cours. Et tout mon cycle ingénieur a été payé par lui. J'ai été dans ses bureaux, il m'a fait un chèque, j'ai déposé à l'école.
de la première jusqu'à la dernière année, tout est réglé. Donc, je dis, papa, voilà. Comme quoi, le talent paye toujours. Hein. Voilà. Si on est sérieux dans ce qu'on fait comme travail, il n'y a pas de raison que ça avance. Donc, voilà comment est-ce que l'humour aujourd'hui, qui était quelque part vilipendé par mon père, devient cette âme-là qui le convainc, lui. Une fois, il m'a dit, bon, tu as fini de faire tes études, là, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, mais papa, j'ai fini, ta partition, là, est finie. Maintenant, laisse-le faire pour moi. Donc, c'est après le BTS que tu te lances véritablement dans une carrière d'humoriste. Même pas là, même. Quand on finit le cycle ingénieur, moi, c'est par amour que je fais ce métier. C'est après le BTS ou c'est après le cycle ingénieur? C'est après le cycle ingénieur. Pour situer un peu. Après le cycle ingénieur. Okay. Parce qu'après le cycle ingénieur, on est dans les années 2010-2011. C'est là que je fais Bonjour 2011 qui a été enregistré en fin 2010. Donc, on enregistre l'émission. Moi, on me dit, petit, tu montes sur la scène, tu as 2 minutes. Et les Ivoiriens savent comment est-ce que ça s'est terminé. J'ai fait plus que 2 minutes. Mais après, on me dit, oui, tu es la révélation de l'année, tout et tout. Tu es un humoriste. Moi, je cause avec mon ami, je lui ai dit, je suis un humoriste de quoi? Mais Joe, c'est un travail maintenant. J'ai dit, bon, Joe, toi, tu connais, on n'a qu'à faire nos affaires. Donc, c'est, je crois, en 2015, quand je m'apprête à faire une grande tournée, que je dis, tiens, Joël, on dirait l'affaire là, c'est un boulot. Hein. Ça devient sérieux. C'est sérieux. Mais entre-temps, on va faire une petite digression. Lorsque tu parlais du fait que le coupé décalé arrive, que tu te retrouves DJ à la Locodrome, je n'ai pas oublié. Ça se passe comment le DJ à la Locodrome de ton quartier? Bon, DJ à la Locodrome, voilà. Un jour, je vais à la Locodrome de Cocody avec mon ami Fabrice Do. Je ne peux pas oublier Fabrice Do, on était avec d'autres amis. Et puis, il savait que moi, derrière, avec Patrick Emiem, qui est un grand frère, qui fait de la sono, m'invite de temps en temps pour égayer un peu les gens lors des mariages, quand sa sono sort. Donc un jour on arrive, et puis il y a Francky, qui était le DJ dans le temps, qui met, il fait un sample de musique, un beat là. Et mes gars me disent, Joe, ça là, tu manges ça. Il dit, oh, il dit, tu manges ça. Quand je prends le micro, mais je mets tout le monde d'accord. Ouais. À la fin du show. Et là, la séance tenante, on peinait même à payer notre facture. Hein. Parce qu'on sait qu'on paye la facture, bon, n'étant pas là, on va marcher. Mais ce jour-là, on est monté dans 2 taxis. On était 4, on est monté dans 2 taxis. Quand on finit, Francky me voit et me dit, ah, petit, tu as déjà foulé. Tu vas pas venir rester avec moi un peu? Il dit, ah, et puis, voilà moi. Et tu vois, moi, de ma position, je dis, tout ce qui est art ne nécessite forcément pas un revenu financier. Parce que c'est là la vraie expression de l'art. Il n'y a pas une quantification financière de l'art. Celui qui veut payer une œuvre artistique, mais c'est son cœur qui doit parler. Parce que si on fixe un montant à une œuvre d'art, c'est comme la limiter. Donc il me dit, tu viens, combien je te paye? Je lui ai dit, non, vieux père, tu n'as pas besoin de me payer quelque chose. Moi, je viens, je m'amuse. Adviendra que pourra. Voilà comment j'arrive à la Locodrome Cocody. Et le lendemain, c'était un dimanche. Je viens, je fais Atalakou. Moi, mon grand frère, dans le temps, quand je dis ça comme ça, je fais un petit coucou au DG du Burida. Nous aussi, on a participé à ça. Dans le temps, mon grand frère, il était à l'université, donc il faisait les CD. Là. Donc, il gravait les CD, tout et tout. Ah, il faisait partie des pirates. Voilà. Faut bien dire les choses avec un nom. Ouais. Maintenant, on a grandi, on a compris que c'est pas bon. Donc, moi, j'avais sur son ordinateur un logiciel. Donc, je coupais les bouts, je faisais les samples. Quand j'arrive à l'Alcodome, je balance et dessus, je fais mes atalakou. Atalakou, atalakou, atalakou. Et depuis un moment, quand tu arrives à l'Alcodome le vendredi, jusqu'au dimanche, c'était carton plein. Parce DJ Joël au platine. Non, DJ Foxy. Ah, c'était ton nom? Ah ouais. DJ... Je ne sais pas si les gens connaissent ça dans le milieu, mais Joël, l'humoriste, c'était DJ Foxy en son temps, celui qui mettait le feu à la Locodrome. C'était dans les années quoi, 2004-2005? Oui. On parle de coupé décalé. C'est ça, 2004-2005. Donc 2004-2005, DJ Foxy, c'est lui qui a... Ça commence même en 2003. 2003-2004-2005. Ok, avec les premiers albums coupé décalé avec DJ Jacob, DJ Jeff et autres qui étaient les tout premiers à balancer des œuvres.
Oui, effectivement. Douk Saga et autres. Effectivement, c'est la chanson de Jacob même que je reprenais. Atalakoum les gars ou bien Réconciliation nationale. Je plutôt. Ça, c'est Réconciliation nationale, ouais. Et donc, avec ça, cette chanson au lycée, là, j'avais la place dans le bus. Tout le monde s'est débrouillé pour que je sois dans le bus. Quand on revient de l'école comme ça, mais je vais empiasser le bus. Ah non, c'était top. Parce qu'avant, à l'époque, les bus de Bingerville étaient exclusivement réservés aux élèves. Attends, tu as fréquenté au lycée de garçons de Bingerville. Ok. Donc là, c'était nous, élèves seulement. Et quand il y a les filles dans le bus, le matin à la Saut-Demi, là, c'est là qu'on prenait le bus. Ah non. Quelle belle époque. Didier, tous les cas. Didier Foxy. Didier Foxy. Ah ouais, quand tu évoques ce genre de souvenirs, qu'est-ce que ça te fait? Mais c'est la joie, et puis c'est l'expression on va dire, de cette insouciance d'adolescent. Voilà, c'est ça. C'est ça, on n'avait pas de problème. Il y a des moments, je dis, Dieu, tu ne veux pas nous caler dans cette jeunesse-là où on n'a pas de problème de facture d'eau, facture d'électricité, on ne paye pas le loyer. On doit être tranquille. Didier Foxy reste combien de temps à la Locodrome? 2 ans et demi. C'est l'église qui me fait revenir. Ah ouais. Parce qu'à un moment, avec mon maître de cœur, Guy Gervais Dago, il me dit, petit, tu ne peux pas être samedi en train de faire Yébizanga, Yébizanga, Yébizanga. Et puis dimanche, bénis le Seigneur en mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. C'était ça. C'était un gros dilemme. Donc après, j'ai dit, bon, autant laisser DJ. Quelque chose va se passer. Tu gagnes bien ta vie en tant que DJ jockey à la Locodrome? Tu t'amuses. Par week-end, tu pourrais empocher combien? Près d'1 million, hein. Non. Atalakou seulement. Un samedi, c'est 250 000, 300 000. Vendredi. Et le dimanche, là, c'était un peu léger, mais il y a des moments là, quand c'est la haute saison, on a 1 million, sinon 300, 400 000. Donc, tu aurais pu quand même en faire un métier tout de même, le métier de DJ jockey. Nous, on n'était pas dans faire des métiers. Nous, on voulait avoir l'argent parce que mais quelque chose qui rapporte 1 million de francs CFA quand même, le temps d'un week-end, 1500 euros quand même. On est avec des amis parce que j'étais plus ou moins le vilain petit canard. Mais le vilain petit canard, l'argent, il va faire quoi? J'achetais les chaussures chaque week-end. Mon frère Joël disait, chaque week-end, j'achetais au moins 3 chaussures. C'était des baskets, mais des baskets. Non! C'était au moment où le président Gbagbo disait qu'on n'avait pas besoin de se mettre en kaki pour aller à l'école. Non! Chaque week-end, une nouvelle chaussure. C'était bien quand même. Hein. J'ai eu l'âge d'un je n'ai pas parlé avec beaucoup d'émotion. Et dans toute cette atmosphère, tu arrives quand même à trouver ta voie dans l'humour. Toi, tu as toujours baigné dans un milieu, on va dire, de célébrité. Je vais dire ça comme ça. Tu vois les premières lueurs véritables de la célébrité après Bonjour 2010. Là, on est en 2011, où tu es un peu... où on t'appelle de partout, où tu te retrouves sur pas mal de scènes, tu te retrouves avec des personnalités. Comment tu vis ces premières heures de gloire? C'était comme dans un rêve. Waouh! Du jour au lendemain, comme ça, on est sollicité de partout, tout et tout. Et là, on m'appelle une fois, on me dit, alors, on a besoin de toi pour Ouaga. Ma première sortie hors du pays en tant qu'humoriste, parce que j'avais déjà été en concert en Tunisie, à Tunis. Mais là, c'était... Et puis, je suis dans mon rêve. Je suis toujours dans ce rêve-là. En tout cas, on prie que les rêves se poursuivent davantage. Vu que tu portes plusieurs casquettes, on va s'intéresser à tes différentes casquettes. Tu nous diras laquelle te va le mieux. Parce que chanteur d'opéra avec bel canto, la première casquette, on en parle. Chanteur d'opéra avec bel canto, belle expérience. Jacques Cagnier, Georges Onana, Ange-Patrick Duy, Joël Ndadi. C'est une rencontre qui s'est créée à partir d'un monsieur, à partir d'une dame aussi, Janine Carolfi-Castin. Qui est la fondatrice du cours Castin, là où j'étais à l'école, qui me met en contact par le biais de Madame Fakri, elle me met en contact avec Abazen, qui faisait Shawarma Story. Donc lui me dit, j'ai besoin de toi, avec qui est-ce que tu travailles, tout et tout. Et Bel Canto, le groupe se met en place. On développe notre passion, tous pour l'humour, pour la chanson. Et ça se passe en 2007. De 2007 jusqu'à 2009, l'épopée Bel Canto, 3 ans de bonheur, 3 ans de partage. Et quand le groupe se disloque, je me retrouve seul. La plus belle expérience que tu as vécue avec Bel Canto, c'est laquelle? On va dire, on a été faire un concert à Sol Béni. Là, c'était avec M. Guéret.
dans le temps qu'il était directeur de communication d'une grande société de téléphonie. Donc, on part là et on fait un concert. Mais un concert où on déplace un piano à queue. C'était superbe. Ça, je ne veux pas oublier. Et après Belcanto, on fait un concert. Il y avait quoi d'étincelant lors de cette prestation? Il y avait quoi cette prestation-là, on a répété pendant plus de 2 semaines avec 2 chorales. Voilà, la chorale JMJ et puis la chorale, une autre chorale de Plateau Saint-Jacques. Je me rappelle de ce moment de fou rire là que j'ai vécu. J'ai été encaisser l'argent des répétitions. Et donc, je crois que c'était 2 millions et quelques. La première fois que j'ai 2 millions et quelques comme ça sur moi. Donc, quand on me donne l'argent, je mets dans la poche intérieure de mon costume. Et quand on dit des choses peuvent arriver, elles arrivent. Donc, je marche de là où on me donne l'argent jusqu'au cinéma magique à Marcory. Okay. Là où je prends un boro pour Cocody. Mais sur toute la route là, dès que je marche, j'ai l'impression que tout le monde me voit. Je marche plus fort. C'était à 2 millions de francs. C'est 2 millions dans la poche. Ouais. Tu vois. Donc je monte dans le boro, je suis coincé là. Hein, parce que j'ai tout fait pour m'asseoir à la fenêtre. Donc je m'assoupis un peu un moment. Et puis quand on est proche de la destination, je me lève, je touche la veste. Rien. Ah, c'est là. Et j'ai oublié que la poche, elle était beaucoup plus profonde que les autres costumes que je mettais. Et ça, c'était un costume, je me rappelle. Je l'ai acheté au Carrefour, Carrefour à Djamé Renault. J'ai acheté le costume à 7500. Précision de taille. Ouais. Donc, j'ai mis l'argent. Et quand je fais ça, il n'y a plus l'argent. Quand j'ai touché comme ça, j'ai dit, ah, c'est là. Donc, c'était des moments... C'est une scène qui t'a marqué. Oh, oui. Et donc, voilà, quand tu t'en rappelles chaque fois, c'est beaucoup de choses que cela ressuscite en toi. Et on va s'intéresser à ta casquette de DJ. Je reviens un peu là-dessus parce que tu l'as fait quand même pendant 2 ans. Lorsque tu évoques cette casquette, qu'est-ce qu'elle te laisse comme souvenir? J'ai rencontré pas mal de personnes à l'Acrodome Cocody. Dans le temps, c'est là que Didier, très cher, Didier Arafat, personnel, il venait un jour, on dit, il y a un gars qui fait à la cour, donc lui, vient voir. On me dit, Arafat est là. Mais je vais lui montrer que... Didier Foxy est fort. Didier Foxy est fort. Ah, maintenant, j'ai fait à la cour ce jour-là. Il fait les actes à la cour. Fais-nous un petit atalakou là, quand même. Autant de DJ Foxy. Non, parce que là, on veut vraiment l'illustration parfaite. Non, juste un petit truc. Là, je vais refaire ce que je faisais parce que c'est une chanson qui m'a permis d'être DJ. Ok. Mezoku bana yugute, bana chacha de prime internationale, c'est toi. Bana délégation, bana muguluku, bana tolela, c'est toi. Ouais, passer le grand Traoré Kandia, bana chacha de prime internationale, chacha premier number 1 et bana muguluku, tole kazoa. Tu vois, c'était des choses comme ça avant. Ouais. Donc, on me donne... inspiré, tu enchaînais comme ça. Les vocalises, tu... Waouh! J'ai fait un jour un mariage où il y avait feu tonton Victor Eka. Quand on m'a donné le micro parce que c'était tonton Victor, il arrive. Tonton Victor, il va mettre la honte sur moi. Regardez. Ah, quand j'ai dit regardez, ah oui. Oui, mon frère Joël se rappelle. Ce jour-là, je lui ai dit allons à un mariage. Il dit non, on devait aller chez le ministre. Le ministre a annulé, moi je vais à la maison. Il dit suis-moi. Quand il m'a suivi ce jour-là, le lendemain, il a acheté un téléphone. Parce que... Le travail était nerveux. Ah non. Il a travaillé combien sur vous? Attends, l'argent, on a bouffé. On a bouffé cet argent-là. Si on avait un compte, on aurait pu te dire. Mais c'était combien ce jour? En tout cas, plus de 400 000. Plus de 400 000. Juste en quelques minutes. 2-3 minutes d'atalakou, 400 000 francs CFA. Plus de 400 000. Ça, c'était... Oh, vraiment, les gens sont partis. Ouais. Les gens sont partis. Hein. Mais bon, la vie continue. Et toi, tu continues ta carrière avec la casquette d'humoriste. L'humour, c'est ma vie. L'humour, c'est la famille. Parce que chez nous, on est tous rigolos. À son âme, ma grand-mère maternelle, Aya Bobo, elle, c'était tous les jours bonheur. Avec ma mère, on a un cousin aussi qui est plus rigolo que moi, hein, à Samouko. Il y a plein de gars. Feu, mon cousin Aristide, ouais. Voilà, c'est une famille de
rigolo, Valpierre, ça c'est le nom de quelqu'un, le prénom de mon cousin, son surnom, quoi. Valpierre, tous ces gars-là. Quand on est toujours là ensemble, c'est vraiment la gaieté, vraiment c'est ça. Tous ces cousins, tous ces membres de famille qui ont ce don d'humour, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Chacun vit sa vie. Hein. Ils n'ont pas poussé plus que comme non, toi? Non. Moi, j'ai osé. Ta dernière casquette, c'est celle de présentateur. Ouais. Maintenant en télévision. Comment tu vis cette expérience? Je m'amuse, je prends toujours les choses. Je dis toujours, le talent, c'est un amusant qui se révèle. Voilà, c'est pas... C'est stressant. C'est stressant. Et pourquoi je dis c'est stressant? Parce que je te dis, les lettres et moi, on n'était pas camarades là. Mais maintenant, je me suis pas en train de faire des dissertations. Parce que c'est ça, sujet, introduction, développement, conclusion. Ça, c'est même quand on écrit les one-man shows. Un one-man show, c'est une dissertation. L'introduction, le développement, la conclusion. Donc, on écrit, on fait des tirades. Vraiment, c'est ça. Donc, maîtrise de cérémonie, je m'y fais au fur et à mesure. Et c'est une nouvelle expérience, tu la vis aux côtés de ton idole, Guy Defer? Oui. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver auprès de son idole? Tu étais tout petit, tu imitais Guy Defer et ton ami était Cocoré. Toi, aujourd'hui, tu fais chemin avec Guy Defer sur des productions. C'est la joie. C'est pas l'aboutissement, mais c'est la récompense de tant d'années on va dire, d'appréciation. La première fois que j'étais avec lui, je n'ai pas manqué de lui dire, mais papa, tu sais que tu es mon idole. Il me dit, ah bon, hein? Ah, vraiment, ça fait plaisir. Je dis, on ne manquait pas Dimanche Passion. Avant, quand on dit Dimanche Passion, on était tout petit. Quand on dit Fébouille Essai, on dit, ben quand on dit le Dieu le théâtre, non. Là, on s'assoit. Et on critiquait, mais après, cette fois-ci-là, ils n'ont pas trop diafoul. Ils ont fait un petit truc là, mais je me rappelle de On n'entend pas. Je me rappelle de plein de scènes de faire. Wow. Et puis, j'apprends encore, je continue d'apprendre à ses côtés. Il est vraiment bourré de talent. C'est un doyen bourré de talent, de conseils, parce que au-delà d'être un dévancier dans l'humour, mais c'est pas un aîné, c'est mon père, parce qu'il a pratiquement le même âge que mon père. On va s'intéresser à cette nouvelle génération d'humoristes que vous incarnez. Il y a toi, il y a Willy Dombo, Agalawal, vous êtes si nombreux, Ramatoulaye. Selon toi, de tout cela, pour toi, qui est le meilleur? Le meilleur? Oui, pour toi. On est tous meilleurs. Non, mais si tu veux en choisir un. C'est vrai que cette année, toi, tu as été le meilleur humoriste, mais par le passé, je crois, il y a Ramatoulaye qui a eu aussi le prix. Bokari. Voilà. Je n'en choisirai pas parce que chacun a sa particularité. Mais lequel, toi, te fait tort de rire? Lequel, toi, t'impressionne de par son style? Ils me font tous tort de rire. On partage les mêmes sensations, tout et tout. Ils sont, parce qu'il y a des moments, il y en a qui vont dire, ah, moi je préfère Agalawal, moi je préfère un tel, je préfère un tel. Mais ils sont tous super. Mais au-delà, il n'y a pas un pour toi qui est le plus talentueux de vous tous, tout de même? Le plus talentueux de nous tous. C'est moi, je suis le plus talentueux de moi, c'est... Tu vois? Parce que si j'ai une référence, c'est moi. Ok. Je ne veux que me dépasser. Autre vous, votre génération qui est vraiment sur les scènes, il y a cette génération aussi de web comédiens qui pullulent sur les réseaux sociaux. Tu en connais pas mal. Que sont ceux qui, toi, t'impressionnent? Ceux qui m'impressionnent, il y a un qui est vraiment... qui fait du bon travail. Il s'appelle Ange Freddy. Ah oui, non, lui c'est la pointe. Je suis heureux que tu choisisses un quand même qui t'impressionne, qui sort du lot plus ou moins selon toi. Mais très souvent, il y a peut-être, on va dire, cette petite adversité entre ceux qui font les scènes comme vous et ceux qui sont sur les réseaux sociaux. On a l'impression de les basilectaliser parfois, de se dire, bon, c'est des garçons qui sont là à amuser la galerie sur les réseaux sociaux, ils prennent leur téléphone, alors que vous passez des temps à répéter. Quel est ton commentaire sur cette perception que les gens ont très souvent de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, en tant que comédien, bien entendu? Sur Internet, on a le temps d'apprécier. C'est-à-dire qu'on apprécie dans le temps sur Internet. Or, sur les planches, on apprécie à l'instant. C'est ça la difficulté de la chose. On veut un résultat là. C'est comme on dit, nous, si on veut comparer avec les cultures, nous, on est le vivrier.
et c'est les cultures de rente. Voilà, nous là, c'est du prêt à mordre. Eux, on a planté, et puis sur Internet, maintenant, ça prend le temps de grandir, de grandir, de grandir. Donc, on peut se faire 1 million de vues en un jour, on peut se faire 1 million de vues en un mois. Or, nous, tu dois avoir ton million de rires en 2 secondes. C'est différent. Voilà, c'est différent. Alors, certains qui sont sortis quand même des réseaux sociaux pour se retrouver sur des scènes, qu'est-ce que toi tu penses de ça, de ces personnes qui ont pu faire cette conversion? C'est un choix. Parce que derrière, au début, on se disait, il n'y a pas l'argent pour certains, il n'y a pas de l'argent sur Internet. Tu es juste star et puis tu n'as pas d'argent. Et quand ils font, et après ils voient qu'ils ont de l'argent, bon, ils préfèrent rester là-bas. Il y a d'autres qui disent, bon, on laisse là, on va venir sur les planches. Quand ils font sur les planches, ils voient qu'il y a l'argent sur les planches, ils laissent Internet. C'est-à-dire, là où on concentre ses idées, c'est là qu'on est prolifique. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas trop présent sur Internet, mais ma petite présence est quand même remarquable. Parce que, comme on dit, mon DDF, mon ensemble de définitions, c'est la scène. Il y en a qui laissent Internet pour venir sur la scène, mais on voit que ça fait ça. Il était très scène. Hein, quand il va sur Internet, la scène, ça descend un peu et ça monte sur Internet. Il y a d'autres qui sont sur Internet, quand ils viennent sur la scène, ça descend. J'en connais comme ça qui, aujourd'hui, Prissy, la dégameuse, elle est bien sur Internet, mais elle a choisi de se perfectionner en humoriste scène. On voit que sur Internet, elle est moins présente. C'est ça. Parce que ça prend du temps d'écrire. Écrire un sketch, c'est pas seulement l'écrire, c'est savoir l'envoyer. Il y a plein de choses qui vont. Il y a certains qui arrivent à lier. Pourquoi toi, est-ce que tu n'arrives pas à réussir cette mutation, tant sur les scènes et sur le digital? Pourquoi? C'est un choix de positionnement ou c'est quoi? Non, je le fais. Parce que Internet, comme on dit, c'est l'avenir. Parce que nous, après, on se dit, quand tu mets tes meilleures vannes sur Internet et que tu pars jouer ailleurs, les gens te diront, oh, ça, c'est les choses de Facebook, là. Donc, on joue sur la scène, sur les planches. Et puis, quand Internet est là, on a des choses que je fais avec mon agent. On propose des textes, voilà. Même pour la CAN, là. On a eu cette petite, on va dire, ce petit couac avec nos frères camerounais, mais on s'est lâché et ça a pris. Voilà. Internet, moi, je n'irai pas faire des scènes sur Internet. Sur Internet, je vais parler de moi, je veux parler de nous, voilà. C'est comme ça que moi je fais sur Internet. Tu vas t'amuser un peu, voilà. Te lâcher. Sur Internet, ils veulent nous, les gens de la scène, hein, voir comment est-ce qu'on est hors de scène. C'est ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, tu as 36 ans, une enfance enjouée. Tout à l'heure, tu en parlais avec beaucoup d'émotion. Tu as connu plein de succès aussi dans toutes les petites carrières où tu as pu t'engager, que ce soit en tant que disc jockey, que ce soit en tant que chanteur, tout et tout. Aujourd'hui, tu es dans l'humour. Pratiquement, on va dire, depuis 2011, hein, 10 ans après, s'il y a un bilan à mi-parcours, tu dirais quoi de toutes ces émotions que tu as pu vivre à travers tous ces corps de métier? Un bilan à mi-parcours, je m'éclate. Et tu continues de rêver comme tu l'as dit tout à l'heure? Oui. Le rêve se prolonge tous les jours? Oui, le rêve c'est tous les jours pour moi. Pour moi, c'est tous les jours le rêve. Et aujourd'hui, je remercie Dieu pour ce parcours-là. N'eût été sa présence dans ma vie, ça allait peut-être autre chose, mais ça n'allait pas être ce que c'est maintenant. On prie que le rêve dure longtemps. La scène de Bonjour est celle qui t'a révélé en 2011. Un commentaire sur l'édition de Bonjour 2021. Malheureusement, nous les Ivoiriens, on a un public, sinon on a le public africain, sud-africain, francophone le plus exigeant. Donc chaque année, on nous tire là-dessus, c'est parce qu'on nous aime. Hein. Voilà, c'est parce qu'on nous aime. Sinon, on aurait laissé et puis on continuait dans des choses pas bonnes. C'est parce qu'on nous aime qu'on nous tire encore là-dessus. Mais c'était une belle édition. Nous qui étions en live, on a apprécié. Mais pour d'aucuns, vous commencez à vous essouffler quelque part. C'est comme le football. On est comme ça tous les jours. Et puis après, on descend un peu, on baisse en régime. Voilà, il y a des moments où on vient et puis on dit « Ah ouais, Ramatoulaye, cette année-là, l'année passée, là, oh, c'était pas tout ça. Mais cette année-là, c'est comme ça. C'est la vie, là, c'est une courbe. Il y a les hauts et il y a les bas. Quand c'est au moment des hauts, on dit bravo. Quand c'est les bas, moi j'accepte. Hein, mais cette baisse de régime peut avoir une explication tout de même. Est-ce que vous ne réservez pas vos meilleures productions, vos prestations à vous-même, que de venir balancer toutes vos créations sur la scène de Bonjour? Le hic, il faut qu'on sache que un sketch
qui n'a pas été préparé, joué, hein, rodé, n'aura pas de poigne. On nous demande d'envoyer de nouvelles vannes. Mais les nouvelles vannes, là, on sait qu'elles sont bonnes quand on les présente à un public. Très souvent, ça peut être, on va dire, la fusion de toute une année. On a tourné dans des endroits, on a essayé de nouvelles vannes, on a écrit de nouveaux textes. Et là, on vient parce que si Guillaume Vergès m'invite à une cérémonie de 300 personnes, est-ce que c'est les plus de 20 millions d'Ivoiriens qui ont vu le sketch? Non. J'ai eu le temps de tester chez Guillaume Vergès. Il y a une autre personne qui va voir, ah oui, je veux que tu viennes jouer, donc je teste toutes ces blagues-là. Donc quand on arrive à la fin de l'année, les meilleures blagues de l'année sont mises ensemble, hein, et puis ça fait le spectacle qu'on vient présenter. Ah bonjour. Sinon, on va écrire un sketch. On peut écrire des sketchs, on va venir présenter. C'est de nouveaux sketchs. Mais ils n'ont aucun sens, ils n'ont aucun poids. Je préfère qu'on dise que c'était pas trop ça, que c'est la même. C'est parce qu'ils ont aimé qu'ils disent que c'était pas bon. On termine rapidement. À ce jour, quelle est la plus belle leçon que tu as pu retenir de la vie? La vie, la plus belle leçon, ce sont mes enfants. Transmettre une éducation. Transmettre un nom. Il n'y a pas plus beau pour moi dans la vie que ça. Tu en as combien les enfants? Il y en a 3. Il y a Marie-Ève, il y a Keisha, et puis il y a Noah. C'est ma vie, quoi. Avant, je vivais. Mais maintenant, je vis pour un but. Il y a un sens à ma vie. Si tu as un petit mot à leur laisser, ce serait quoi? Ne faites pas comme papa. Choisissez votre voie. Parce que papa, il aime bien s'amuser. Et puis, soyez meilleur que moi. Le plus difficile dans la vie, hein, c'est se maintenir au sommet. Si vous arrivez au sommet, vous allez arriver. Mais vous maintenir et puis dépasser papa. Merci beaucoup, Joël. J'ai pris grand plaisir à échanger avec toi. Merci. Merci pour la sympathie. Merci pour toute cette décontraction que tu nous as apportée lors de cette interview. Le message que Joël a laissé pour ses enfants, il est valable pour ces millions d'enfants qui vont suivre cette interview. C'était pour l'émission Actu People avec Guillaume Vergès. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.